sur des données. Nous avons vu les différents types de données, les données de type test, les données de type image, les données tabulaires, etc. Nous avons également découvert ce qu'était le computer vision qui concerne l'ensemble des modèles d'IA orientés image pour faire des tâches sur le type de données image. Le NLP ou Natural Language Processing qui nous permet de travailler sur des tests. Nous avons découvert un peu l'écosystème africain de l'IA. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, nous allons nous concentrer un peu sur les applications de l'IA dans divers domaines. Donc ça, c'est une première application, le spam filtering. Je pense que les images parlent déjà euh, pour elles-mêmes. Je pense que tout le monde sait c'est quoi un spam. Si vous avez l'habitude d'envoyer des mails, il y a souvent quelque part là-haut, il y a des spams. Il y a des IA qui sont capables, qui lisent au fait les emails en question et en fonction du contenu, classent déjà ces emails-là dans des spams. Et donc souvent, ça va être, ici par exemple, c'est Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, qui veut, disons, donner de l'argent à quelqu'un. Donc clairement, ça a été identifié comme un spam et ça a été classé. Donc souvent, il faut faire attention à ce genre de message parce que dès que vous commencez à cliquer sur les liens, souvent ce sont des arnaques et ils peuvent ramasser votre donnée ou bien prendre votre argent. Donc, ensuite, nous avons le Smarter Reply et le Test Completion. Donc ça, c'est vraiment l'IA auquel on ne fait pas attention tous les jours à côté de nous. Donc, les complétions au niveau de notre clavier, simplement. À force d'utiliser, à force d'écrire le clavier, il devient de plus en plus intelligent et il sait comment nous proposer les mots suivants lorsqu'on écrit. Ensuite, nous avons les assistants vocaux, comme Siri, par exemple, à qui on peut, avec lesquels on peut communiquer, avec lesquels, à qui on peut donner aussi des ordres. Voilà, ça va dépendre. Si l'assistant vocal, c'est uniquement sur notre téléphone, il pourra faire des tâches sur notre téléphone et communiquer avec nous. Mais il y a d'autres assistants vocaux qui sont connectés, par exemple, à la maison et vous pouvez leur dire, par exemple, voilà, allume la lumière, fais telle ou telle tâche. Et donc là, c'est basé sur la voix, les IA spécialisés sur la voix. Nous avons également tout ce qui est traduction de texte. Là, nous avons sur l'image le premier dictionnaire des langues au Bénin qui regroupe plusieurs langues. Donc, ça a été lancé récemment cette année, histoire de valoriser les différentes langues qu'on retrouve au Bénin. Donc, ensuite, nous avons les systèmes de recommandation dont on avait déjà parlé la dernière fois. Et donc, l'idée ici, c'est de pouvoir proposer du contenu à des gens. Lorsque vous allez sur les différents réseaux sociaux et que vous voyez qu'on vous propose des contenus similaires en fonction de vos centres d'intérêt, en fait, ce sont des IA qui analysent le contenu, soit textuel, soit les commentaires au niveau des vidéos, le type des vidéos, euh, analysent aussi les images et essayent de voir des images similaires pour vous les recommander. Donc, nous avons le collaborative filtering euh, qui consiste à faire quoi? À voir ce que deux utilisateurs similaires ont lu et à pouvoir, par exemple, proposer à l'utilisateur B, vu qu'il est similaire à l'utilisateur A, le même contenu que l'utilisateur A. Et il y a aussi le content-based filtering, c'est l'exemple que j'ai donné. Tu as déjà lu quelque chose, on voit qu'il y a un truc qui est similaire, alors on te propose ça. Donc, l'IA en gouvernance et en administration. Pourquoi? Pour automatiser des tâches répétitives dans les services publics. Nous savons tous ici que dans les services publics, il y a des tâches répétitives
Il y a aussi beaucoup de fichiers tests, beaucoup de documents tests qu'il faut analyser. Lorsque vous allez à la mairie, par exemple, euh, il faut, par exemple, que la personne devant qui vous vous trouvez puisse analyser vos papiers. Les papiers, pour voir si ces papiers-là sont conformes, si tout est bien fait. Et cette personne-là peut se tromper. Si, par exemple, une signature n'est pas au bon endroit, si, par exemple, il y a des fraudes en cours, cette personne-là peut se tromper. Donc, l'IA, on peut utiliser l'IA pour analyser les documents en question. Donc ici, j'ai essayé de regrouper, de faire un tableau où je présente quelques exemples d'applications d'IA en gouvernance et en administration. Donc, nous avons par exemple le traitement des documents, extraction automatique d'informations, c'est le premier exemple que je viens de donner, analyse des dossiers administratifs. Nous avons les chatbots publics pour pouvoir répondre aux citoyens 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, un exemple, par exemple, c'est que toutes les populations ne sont pas au courant des offres publiques, des offres publiques. Si, par exemple, il y a une procédure pour avoir le passeport, par exemple, tout le monde n'est pas forcément au courant. Donc, on peut créer une IA, un chatbot capable de donner ce genre de renseignements-là aux populations. Donc, l'analyse des données publiques, la traduction automatique des tests qui sont en français, par exemple, dans nos langues locales, la gestion de l'état civil, reconnaissance faciale pour l'identification, la biométrie, etc. Lorsqu'on rentre dans le domaine des banques et des finances, ici, un peu comme au niveau de la gouvernance et des administrations, nous avons également beaucoup de formats papier qui peuvent être analysés par l'IA. Nous avons ce qu'on appelle également le scoring de crédit intelligent, qui consiste à évaluer la solvabilité, mais même sans dossier bancaire classique, euh, des gens. Donc, si par exemple maintenant vous voulez ouvrir un compte dans une banque, mais vous voulez souscrire à un programme spécial dans une banque, il faut que la banque évalue votre solvabilité à partir d'un certain nombre de critères sociaux. Donc, en général, il y a déjà des critères qui sont définis, mais de plus en plus, il y a des IA qui sont développés dans ce sens pour apprendre à partir des caractéristiques d'individus qui sont connus. Ça peut être par exemple combien vous gagnez, votre situation socio-professionnelle, pour savoir si vous êtes éligible pour un crédit ou pas. Nous avons les chatbots bancaires, un peu comme les chatbots au niveau de l'administration publique, sauf que ici, ce sera pour donner des informations par rapport à la banque. L'automatisation des tâches, on est tous allés peut-être créer un compte bancaire, on a vu tout ce qu'il fallait remplir comme papier. Il y a des IA qui peuvent nous aider à automatiser toutes ces tâches-là. La gestion d'investissement, voilà, vous voulez faire c'est pas, des investissements en bourse, par exemple. Et donc, il y a des IA qui sont capables de vous guider, voilà, de vous donner des conseils en investissement en fonction de votre budget et d'autres paramètres. Nous avons également le domaine de l'assurance, où nous avons la détection de fraude, par exemple, où l'IA peut repérer des anomalies dans des déclarations ou des documents. L'analyse des risques, utilisation des données personnelles et comportementales pour calculer les risques, proposer un tarif d'assurance santé personnalisé basé sur l'âge et les antécédents. Euh, L'assistance automatisée également. Donc, vous remarquez que dans tous les domaines où il faut faire beaucoup, où il y a beaucoup de formats papier, où on doit vraiment travailler avec de la paperasse, l'IA peut réellement aider à accélérer tous ces processus-là. Toujours dans le domaine de l'assurance automobile, par exemple, l'IA peut aider à accélérer l'évaluation des dommages. Donc, après un accident, par exemple, évaluer un peu les dommages, on peut prendre les photos et essayer d'estimer
les parties qui sont endommagées, estimer la gravité, pouvoir dire euh, combien ça va coûter de réparer ou de changer tel ou tel élément. Donc, ça peut réellement accélérer le processus de dédommagement. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, souvent, quand il y a ce genre d'accident, ça prend vraiment du temps avant qu'on ne puisse dédommager les sinistrés. Donc, il y a de plus en plus d'applications dans ce sens. Ici, j'ai montré la plateforme d'une entreprise qui le fait sur des voitures, mais également sur des maisons. Dans certains pays, c'est quelque chose de naturel d'assurer sa maison, en fait. Donc, il peut, surtout quand il y a beaucoup de catastrophes naturelles, des incendies, etc. Et donc, toujours dans le même sens que les voitures, identifier les dommages au niveau des maisons pour pouvoir accélérer le dédommagement. Quand on rentre euh, dans le domaine du droit, nous avons un problème qui est récurrent en Afrique, par exemple. C'est, c'est la pléthore de populations qu'on retrouve au niveau des tribunaux, vu qu'il n'y a pas souvent accès de magistrats ou bien il n'y a pas souvent assez de magistrats ou bien de greffiers, etc. En tout cas, tout le personnel qui intervient dans le domaine juridique, s'ils ne sont pas assez, que par exemple, on se retrouve aussi dans une zone reculée, dans une zone rurale, l'IA peut aider à désengorger les tribunaux, aider à gagner du temps dans l'analyse des tests de loi et des dossiers. Voilà, tout le monde vient avec son dossier. Ça peut aider le magistrat à résumer, par exemple, les dossiers des différents plaignants. Améliorer l'accès à la justice pour les citoyens en rendant, par exemple, le droit plus compréhensible. Euh, nous, nous venons de pays souvent où il y a plusieurs langues et les lois sont écrites en français. Donc, un truc basique, c'est de développer, c'est d'utiliser des modèles de langue pour traduire et essayer de faire comprendre et d'expliquer ces lois-là à des gens qui ne les comprennent pas. Je vais accélérer un peu. Donc, ce qu'il y a dans ces tableaux-là, c'est un peu ce que j'ai déjà raconté plus tôt. Donc, ici, la dernière fois, on avait parlé des pays où ils ont commencé à mettre, à utiliser des juges robots. Donc, ce sont des IA, donc, qui sont capables d'effectuer un certain nombre de tâches que les magistrats effectuent. Donc, ici, par exemple, c'est l'exemple de l'Estonie que je vous ai mis. Donc, c'est un pays qui est vraiment en avance sur tout ce qui est hum, technologie. L'un des pays les plus avancés en Europe, surtout du côté de la digitalisation de l'administration. Donc, ils ont mis en place depuis 2019, euh, ils ont une IA qui est capable de traiter certains types de dossiers. Donc, souvent, c'est quand les dommages sont inférieurs à 7 000 euros. Donc, c'est pas une IA qu'ils ont mis là et qui va gérer tout type de conflit. Par exemple, pour les histoires de meurtre, je suis pas sûr que ce soit cette IA-là euh, qui sera mis là pour jouer le rôle de magistrat. Mais il y a souvent des problèmes un peu plus basiques, voilà, qu'on peut confier à une IA pour qu'elle les gère rapidement. Surtout les problèmes où il n'y a pas trop de questions de nuances, ou peut-être les sentiments humains n'entrent pas en compte. Donc, dans le domaine de l'éducation, il y a plusieurs avantages d'utiliser l'IA comme, euh, un instant, offrir un apprentissage personnalisé selon le niveau et le rythme de chaque élève. Nous savons tous que tout le monde n'a pas le même rythme d'apprentissage et la même compréhension des choses. Donc, on peut créer des IA qui, en fonction des capacités de chaque apprenant, peuvent essayer d'ajuster les contenus éducatifs, alléger le travail des enseignants, comme tout ce qui est correction des examens, etc., même dans la préparation du cours.
étendre l'accès à l'éducation dans les zones rurales ou peut desservir. Donc, dans les zones là où il n'y a pas assez d'enseignants, par exemple, on peut avoir des IA qui vont jouer le rôle, voilà, le rôle d'enseignant, détecter les élèves en difficulté plus rapidement aussi. Donc, ici, je laisse au fait certains exemples comme le tutorat intelligent. Ce sont des systèmes d'aide à l'apprentissage qui s'adaptent à l'élève. L'exemple que je viens de donner. Correction automatique, si par exemple ce sont des QCM, pas besoin que l'enseignant s'asseye pour corriger chaque chose. Il y a des plateformes automatisées pour ça. Création de contenu pédagogique, traduction et accessibilité. Voilà, si par exemple les textes sont en français et il faut peut-être réexpliquer. Il y a des gens, par exemple, à l'école, quand tu leur expliques les choses dans leur langue maternelle, c'est là ils comprennent mieux. Donc, une IA peut jouer ce rôle-là. Il y a aussi les chatbots éducatifs auxquels, typiquement, un truc comme ChatGPT, par exemple, l'étudiant peut poser des questions sur son cours et avoir plus d'explications. Nous avons également tout ce qui est contenu immersif aujourd'hui, comme la réalité virtuelle. Donc, on peut utiliser l'IA pour designer du contenu 3D, au fait, du contenu 3D assez réaliste. Et utiliser maintenant la réalité augmentée pour aider les étudiants à interagir avec ces contenus-là. Donc, tout ça, ça permet d'engager un peu plus les étudiants et améliore leur apprentissage. Donc, maintenant, l'IA dans l'industrie créative. Donc, on parle d'industrie créative, on parle de tout ce qui est art, tout ce qui est musique, voilà, peinture, etc. Donc, clairement, avec les IA génératives que nous avons aujourd'hui, euh, l'IA peut aider les artistes à créer plus rapidement, à explorer plus de nouvelles idées, permettre également à des non-artistes de produire des œuvres visuelles, sonores et stylisées. Aujourd'hui, ça pose certains problèmes d'éthique qui ne sont pas encore résolus parce que tout le monde peut faire ce que des grands peintres faisaient avant. Mais bon, c'est l'évolution. Facilite également la génération de contenu à grande échelle comme les films, les clips et les campagnes de pub, par exemple. Donc ici, j'essaie de donner des exemples avec des exemples concrets dans chaque cas en peinture, en illustration, les IA comme Dali, Midjourney, qui peuvent vous aider à à réaliser des peintures de haute qualité. Nous avons la composition de musique, le cinéma avec la génération de vidéos aujourd'hui. Donc, l'IA sera de plus en plus utilisée dans le cinéma. Et donc, les films, on pourra faire des films de haute qualité à euh, des coûts vraiment minimaux. Pareil au niveau des dessins animés. Dans le stylisme et la mode aussi, la confection de différents modèles les stylistes et les couturiers. Et au niveau de la publicité, du branding également, tout ce qui est génération de logos, réalisation de packaging pour les produits, on peut utiliser l'IA générative pour faire ça. Donc ici, il y a aussi un truc qui est assez en vogue, c'est l'essayage virtuel. Donc typiquement, c'est quelqu'un qui va dans un centre commercial, il y a plusieurs habits à essayer. Donc, il y a de plus en plus de technologies qui te permettent juste de cliquer sur ce que tu veux acheter, de voir à quel point ça va t'aller. Donc, le virtual try-on ou essayage virtuel, c'est une technologie du genre qui combine IA et réalité virtuelle. Donc, ce sont des modèles qui ont déjà été entraînés sur des bases de données d'images avec des personnes, avec et sans vêtements. Et donc, ici, il y a euh, disons, plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte, comme la détection du corps, la détection du visage, tout ça. Euh, il faut aussi faire de la génération. On peut utiliser des modèles de génération pour créer une image réaliste de la personne qui est en train de porter l'article et tout ce qui est pose estimation afin de faire pour que ce que la personne a porté puisse bien lui aller.
Donc, c'est quelque chose qui est assez en vogue aujourd'hui. Quand on rentre également dans le domaine du sport, nous avons l'analyse des vidéos. Euh, Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, il y a beaucoup de statistiques qui sont faites dans le domaine du sport. Ça permet pendant l'entraînement, par exemple, ça permet aux entraîneurs de pouvoir voir ce que les joueurs ont fait sur le terrain et de pouvoir identifier les espaces qui n'ont pas été occupés ou bien qui ont été mal occupés, etc., etc. Donc, il y a plusieurs logiciels qui sont capables de le faire aujourd'hui avec de l'IA rapidement, comme Trackap, StatsBomb, Catapult, etc. Euh, Nous avons également les règles du jeu. Si on doit veiller au respect des règles du jeu, ça, vous connaissez sûrement tout ce qui est hors-jeu et aussi vérification. Est-ce que le ballon est sorti? Est-ce que le ballon est rentré dans la cage réellement? On peut utiliser l'IA pour pouvoir détecter ça. C'est d'ailleurs ce qui se fait déjà euh, aujourd'hui. Donc là, c'est vrai, je me suis concentré uniquement sur les applications en football, mais c'est pareil au niveau des autres sports aussi. Donc l'assistance pendant l'entraînement. Donc l'IA, on peut utiliser l'IA pour adapter les programmes d'entraînement selon les données du joueur, forme, rythme, charge de travail, etc. L'IA peut générer des plans d'entraînement personnalisés, aider à la prévention des blessures via l'analyse biomécanique, corriger automatiquement la posture, la technique en s'appuyant sur la vidéo ou des capteurs. Donc, typiquement, si on prend l'exemple des basketteurs, par exemple, des fois, pour pouvoir peut-être bien faire un dunk, euh, l'IA a peut-être remarqué qu'il faut être dans telle ou telle condition, peut-être conditions physiques, voilà. Il faut peut-être être dans telle ou telle condition pour réussir ton dunk ou bien ton shoot à 3 points. Et donc, à l'entraînement, tu peux utiliser l'IA pour ajuster, disons, ton corps, pour te mettre dans les conditions optimales afin de mieux jouer. Là, on rentre dans le domaine des transports et on commence avec une première application qui est l'analyse du trafic en temps réel. Donc, on peut compter les véhicules qui passent au niveau d'une autoroute, par exemple, et pour identifier les zones de congestion, ajuster dynamiquement les feux de circulation. Donc, par exemple, on a euh, des fois au niveau de certains carrefours, il faut, il faut ajuster les feux de, les feux de circulation. Peut-être parce que le trafic n'est pas si encombré que ça. Et donc, on peut réajuster les feux pour faire vite passer les gens. Ou bien le fait aussi d'ajuster les feux au niveau d'un carrefour, ça peut permettre de mieux désengorger un autre carrefour. Donc, fluidifier le trafic et éviter les embouteillages, réduire les accidents, améliorer la sécurité. Donc, l'IA peut aider les décideurs à mieux dimensionner les routes, ronds-points de parking, mieux planifier l'urbanisation euh, ou le transport public. Nous avons également la détection automatique des plaques et des infractions. Donc, avec des caméras placées au niveau des routes, on peut juste, en flashant, euh, le derrière des voitures, bien le devant, en tout cas les plaques, on peut extraire automatiquement les plaques. Et si par exemple il y a un individu qu'on est en train de rechercher, on peut le retrouver assez facilement. Il y a également des mauvais comportements de certains usagers. Donc, avec l'IA, on peut identifier ces mauvais comportements-là et alerter peut-être les policiers ou bien les autorités qui sont là. Lorsqu'on vient dans le domaine de l'agriculture maintenant, hmm, il y a plusieurs choses qu'on peut faire au niveau de l'agriculture. Là, j'ai mis une première partie. Je vais présenter une deuxième partie euh, lorsque j'aurai présenté tout ce qui est télédétection. Donc ici, les applications que je présente, ce sont des applications qui n'ont aucun rapport avec la télédétection.
Donc, un truc basique, c'est la prédiction des rendements. Donc, à partir des données sur les saisons précédentes, euh, on peut prendre les données des saisons précédentes pour pouvoir prédire les rendements de la saison actuelle ou bien de la saison à venir. Nous avons le diagnostic des maladies. Donc, c'est un truc assez courant. Donc, prendre des photos des plantes, bien prendre des photos avec des drones, les envoyer au niveau d'une IA qui va se charger maintenant d'identifier certaines maladies au niveau des plantes. Il y a ça, il y a que souvent au niveau de certaines plantes, la maladie commence, mais ce n'est pas encore bien visible à l'œil nu par l'humain. Et donc, il y a des patterns invisibles que l'IA est capable de détecter avant l'humain. La recommandation spécialisée, donc des IA chatbots qui sont capables de conseiller euh, les agriculteurs. Nous avons les prévisions météo locales intelligentes. L'IA combine l'historique et microdonnées météo pour alerter sur les meilleures fenêtres de semis ou de traitement. Suivi des pratiques agricoles également. L'IA peut aider à enregistrer automatiquement les activités agricoles. Développer maintenant des journaux de bord vocaux ou via app avec suggestions d'amélioration. Là, je présente une application qui a été développée et financée par les scientifiques de la FAO. Donc, c'est utilisé euh, dans des pays comme le Kenya, l'Inde, l'Éthiopie, tout ça, comme test. Donc, c'est une application qui est capable de faire un peu tout ce que le gros de tout ce que j'ai décrit précédemment. Donc, détection des maladies, conseils pour les agriculteurs, etc. Lorsqu'on est dans le domaine de la santé maintenant, d'abord, il faut qu'on parle des types de données biologiques que l'IA peut exploiter dans le domaine de la santé. Donc, typiquement, nous avons l'imagerie médicale, donc, tout type d'image médicale, les images radiographiques, les scanners, les IRM, les échographies également, peuvent être exploitées par l'IA pour pouvoir faire des tâches de détection, par exemple. Nous avons les signaux biologiques, les activités mesurées, qui sont des activités mesurées en continu ou en temps réel. Donc, pour mesurer ces activités-là, on peut utiliser les électrocardiogrammes pour voir comment le cœur est en train de fonctionner, l'électroencéphalogramme également, pour voir l'activité du cerveau. Nous avons les analyses biologiques, les résultats de laboratoire qui sont liés à l'organisme. Ça peut être une prise de sang qu'on vient de faire. Voilà, on a détecté euh, un taux de glucose, par exemple, dans le sang. Cette donnée-là peut être exploitée par des IA. Nous avons les données d'ADN du génome, les séquences génétiques. Nous avons les données physiologiques captées par des capteurs ou des objets connectés comme la température de l'individu, etc. Les images de surface également, observables à l'œil nu ou via caméra. Comme par exemple, si vous avez des trucs au niveau de votre peau, voilà, ce sont des images simples qui peuvent être exploitées. Donc, typiquement ici, quand je prends des données physiologiques, bien des données représentant des individus, ça peut être tout ce qui est tension artérielle, euh, taux de glucose, cholestérol, est-ce que l'individu fume ou pas. Et donc, ces types de données-là, lorsqu'on les recueille chez, par exemple, plusieurs individus malades et plusieurs individus non malades, on peut les utiliser pour savoir si on prend un nouvel individu, par exemple, qui présente telle ou telle condition, on peut lui prédire qu'il aura euh, telle ou telle maladie. Typiquement, ici, c'est une attaque cardiaque. Nous avons également les différents types de cancers. Donc, vu les types de données qu'on a citées tout à l'heure, il y avait les images radiographiques, euh, les IRM. En tout cas,
tous les types d'images qui nous permettent de voir à l'intérieur du corps humain peuvent être exploités pour pouvoir détecter, par exemple, des cancers, des tumeurs, etc. Donc, typiquement ici, nous avons l'exemple de cancer de sein, de tumeurs au cerveau également, de cancer de poumon. Et quand je prends par exemple dans cette image, nous avons une poitrine. Donc, c'est la même poitrine euh, vue au niveau de la radiographie simple. Et ici, c'est vu à l'aide d'IA. On remarque que l'IA est capable déjà de détecter un début de cancer. Donc, on a remarqué également que, euh, comme au niveau des plantes, des fois, il y a des débuts de cancer ou bien des débuts de tumeur qu'on ne peut pas détecter automatiquement. En tout cas, les spécialistes ne peuvent pas les détecter automatiquement, vu que ces tumeurs-là, ou bien ces cancers-là ne sont pas à des stades avancés. Donc, avec l'IA, on peut faire une détection précoce de ce genre de maladie et commencer à les soigner, au fait. OK. Là, on rentre dans le domaine géospatial. Quand on vient dans le domaine géospatial, on va voir ici comment l'IA euh, combinée au géospatial peuvent nous aider à faire un certain nombre de choses. Mais avant tout, qu'est-ce que la géo-AI? Donc, on définit par géo-AI, Geospatial Artificial Intelligence, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser, comprendre et prédire des phénomènes liés à l'espace géographique à partir de données géospatiales. Donc, elle combine plusieurs domaines comme l'IA, le machine learning, la télédétection, les systèmes d'information géographique et l'analyse spatiale et temporelle. Donc, on va voir un peu les données, les types de données géospatiales ici. Une donnée géospatiale, c'est une information qui est liée à un lieu précis sur la Terre. Donc, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans un quartier spécifique au Niger, par exemple. Donc, si on donne seulement le nom du quartier, ce n'est pas encore une donnée géospatiale. Mais si en plus du nom du quartier, on ajoute votre position, latitude, longitude, là, ça devient euh, une donnée géographique. Donc, il faut les coordonnées géographiques, il faut associer les coordonnées géographiques pour parler de données géospatiales. Après ça, nous avons en général deux grands types de données géospatiales, à savoir les données vectorielles et les données raster. Donc, typiquement ici, euh, lorsqu'on prend ce paysage, par exemple, on peut le représenter de cette manière-là, un peu plus à gauche, par ce que je dirais des vecteurs qui peuvent être des lignes, des polygones, des multipolygones, etc., ou des points. Donc, cette maison-là peut être représentée par un polygone. Cette, euh, cette étendue d'eau peut être représentée par cette ligne-là. Lorsqu'on va passer, lorsqu'on va vouloir représenter cette même donnée sous forme de raster, on va utiliser au fait des, des pixels. Donc, l'image qu'on aura ici euh, va représenter des pixels liés au type de données qu'on a. Donc, si on veut identifier les différents éléments qu'on a ici, on va représenter chacun des éléments avec différents pixels. Donc, c'est un peu ça la différence entre les données vectorielles et les données raster. On vient maintenant au niveau de la télédétection. Concrètement, c'est quoi? La télédétection ou remote sensing désigne l'ensemble des techniques permettant de collecter des informations sur la surface de la Terre à distance, généralement à l'aide de satellites, de drones ou d'avions.
Donc, comment par exemple les images optiques sont formées? C'est un peu l'illustration qu'on a ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la lumière du soleil se reflète sur les objets, sur les objets terrestres, chaque objet a ce qu'on appelle une signature spectrale. Donc, cette signature spectrale permet d'identifier chacun des objets. Donc, typiquement, si, euh, si c'est la réflexion de la lumière sur une zone humide, ou bien sur, comment on appelle ça maintenant? Sur des eaux, par exemple, la signature spectrale sera spéciale. Si c'est sur la végétation, la signature spectrale sera encore différente. Donc, il y a des capteurs au niveau des satellites qui sont capables de capter ces différences spectrales-là, puis de former des images de l'étendue ici. Ces images-là sont ensuite renvoyées au niveau des capteurs terrestres et seront utilisées pour être analysées. Donc, dans, dans ce que je viens de décrire tout à l'heure, j'ai plutôt décrit des images, des types d'images optiques. C'est un peu comme ça que ces images-là sont formées. Et ici, j'essaie de faire la différence entre euh, les images à une bande, les images multispectrales et les images hyperspectrales. Donc, la différence entre les images multispectrales et les images hyperspectrales, c'est surtout au niveau du nombre de bandes. Souvent, au niveau de multispectral, vous aurez jusqu'à au plus 30 bandes. Et au niveau des images hyperspectrales, on peut avoir jusqu'à 100, 200 bandes. Et donc, avec les images hyperspectrales, euh, on peut avoir plus d'informations sur les spectres des différents objets qui ont été photographiés et ça nous permet de détecter, par exemple, des types de matériaux. Nous avons également les images de type radar. Donc, les images SAR, par exemple, Synthetic Aperture Radar. Donc, c'est une image prise par radar depuis un satellite ou un drone. Donc, contrairement aux caméras optiques, elles n'utilisent pas la lumière, mais des ondes radar qui rebondissent sur la surface de la Terre. Et un avantage que ce type d'image a par rapport aux images que j'ai présentées précédemment, c'est que ça fonctionne de jour comme de nuit à travers les nuages, la pluie ou la fumée. Les images que j'ai montrées précédemment, lorsqu'il y a une grosse couverture nuageuse au niveau de la zone où on veut prendre l'image, euh, ça empêche d'identifier proprement les éléments qu'il y a au niveau de la surface terrestre. Mais vu que ici, ce sont des ondes radar qui sont utilisées, ces ondes-là peuvent traverser facilement euh, les nuages. Nous avons également les images de type LIDAR. Donc, la technologie LIDAR, c'est une technologie qui envoie des impulsions laser vers le sol et mesure le temps que met la lumière à revenir. Donc, ça permet de créer une image 3D très précise du relief, de la végétation ou des bâtiments, souvent appelés des nuages de points. Donc, quel est l'avantage, quels sont les avantages de ce type d'image? Ça nous donne une haute précision en 3D des éléments qu'il y a sur la surface de la Terre. Ça peut traverser la végétation pour cartographier le sol caché sous la canopée. Très utile pour cartographier les villes, les forêts, les rivières en détail. Pour analyser également les sites archéologiques ou les infrastructures. Donc, jusque-là, j'ai présenté différents types d'images qu'on peut avoir grâce à la télédétection ou bien les différents types d'images géospatiales qu'on peut avoir. Et la question que j'aimerais poser, c'est vu que là, on a des images, en quoi est-ce que l'IA pourrait euh, aider ici? Parce qu'on pourrait se poser la question, voilà, il est en train de présenter les différents types d'images qu'on a, les différents types d'images géospatiales qui existent. Où est-ce que l'IA intervient? Donc, je vous repose la question, oui.
Marwa. Oui, bonjour, je suis Marwa. Bon, je pense que l'IA peut intervenir, par exemple, ici, on veut qu'un robot fonctionne dans un champ. Donc, avec ces images, il peut détecter les limites de ce champ et avoir une carte euh, géospatiale de ce champ. Exactement. C'est un genre d'exemple. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que euh, on avait défini l'IA, on avait défini tout ce qui est computer vision. Ce qui est computer vision, on avait dit que c'est l'ensemble des algorithmes d'IA qui sont utilisés sur des images. Donc, c'est indépendamment de l'image. Donc, ce qu'on fait sur des images classiques, les photos classiques, ce que ChatGPT ou bien les modèles génératifs vous génèrent, c'est un type d'image donnée. Souvent, ça a trois bandes. La bande rouge, la bande verte et la bande bleue. Donc, c'est un peu les mêmes techniques qu'on utilise sur des images simples qui sont utilisées également au niveau des images un peu plus complexes, sauf qu'on, sauf qu'il y a des ajustements à faire au niveau des modèles concrets. Donc, c'est pas les mêmes modèles exactement qu'on va utiliser pour une image qui a trois bandes que pour une image qui a jusqu'à 100 bandes, par exemple. Donc, c'est tout ce qu'il faut garder il faut surtout garder à l'esprit. Lorsque vous avez une tâche sur des images, vous savez que vous devez aller chercher des modèles dans le groupe du computer vision. Et lorsque vous avez des tâches de test, vous devez aller chercher côté NLP. C'est un peu ça. Là, je reviens maintenant sur l'agriculture, la deuxième partie. Maintenant qu'on a vu euh, ce qu'est, ce que sont les données géospatiales, ce qu'est la télédétection, on peut donner d'autres applications de l'IA dans l'agriculture, comme le suivi des végétations, l'analyse de l'état des plantes via des indices comme le NDVI. Donc, le NDVI, c'est disons un indice qu'on peut calculer à partir des bandes, des images multispectrales ou hyperspectrales. Et donc, cet indice-là euh, donne des informations sur la santé de la végétation. Ou bien ça nous permet de savoir s'il y a une végétation, s'il y a de la végétation dans une zone ou pas. Détection des maladies ou stress hydrique. Donc, l'IA peut détecter des anomalies invisibles à l'œil nu en comparant les signatures spectrales des plantes. Cartographie des sols ou des types de cultures. Donc, à partir d'images satellitaires, savoir que telle zone, c'est un champ de coton, telle zone, c'est un champ de sorgho, euh, etc. Et comme elle a dit tout à l'heure, par exemple, délimiter un champ. Prévision de rendement à grande échelle. Donc, on peut combiner les séries temporelles d'images, les données météo, l'historique des cultures pour pouvoir faire de la prévision de rendement. On peut également utiliser l'IA pour planifier l'irrigation intelligente. Donc, croiser l'humidité des sols détectés par ça avec des données de culture pour pouvoir savoir euh, quelle quantité d'eau, par exemple, mais comment est-ce qu'il faut faire de l'irrigation au niveau d'un champ ou d'un autre. Donc, quand on vient dans le domaine des mines maintenant, l'IA peut être également utile pour la prospection minière. Tout à l'heure, on a présenté les images multispectrales et les images hyperspectrales. Lorsqu'on est dans le cas des images satellites hyperspectrales, ce sont des images qui donnent assez de renseignements sur la composition des objets, en fait. Donc, si par exemple, je veux faire de la prospection minière, connaître, identifier des zones où il y a de l'or, par exemple, bien des zones où il y a du phosphate et aussi en quelle quantité, je peux utiliser des images hyperspectrales et des techniques d'IA. Pour
suivi d'exploitation, suivi d'expansion des sites miniers, des excavations, de la consommation de surface. Donc, on peut, au fur et à mesure où on est en train d'exploiter une mine, avoir une vision globale grâce à l'IA de l'avancement de la mine. Et par exemple, voir la quantité, si on est par exemple dans une mine d'or, voilà la quantité d'or qui reste à exploiter. La détection d'activités dans les mines illégales également. L'évaluation des risques environnementaux. Donc, à partir d'images satellitaires, on peut voir si la mine n'est pas en train de polluer les sols alentours ou bien les eaux alentours. Donc, c'est un peu ça des exemples. Nous avons également le domaine de la défense. Donc, si vous suivez souvent les informations au niveau des médias, euh, souvent les images satellitaires sont exploitées pour explorer, disons, les zones de guerre. Par exemple, avec tout ce qui se passe à Gaza actuellement, il y a plusieurs bombardements qui sont faits. Et souvent, les journalistes ne peuvent pas aller sur le terrain eux-mêmes euh, pour, pour pouvoir dire que voilà, telle zone a été affectée ou pas. Donc, on peut utiliser les images satellitaires là et les connaissances qu'on a de tel ou tel lieu pour pouvoir identifier les dégâts, estimer les dégâts. Donc, identification d'infrastructures militaires. Si par exemple, là, on veut savoir quel type d'avion l'ennemi a, est-ce que l'ennemi a déplacé des sous-marins, des trucs du genre, voilà, on peut essayer de détecter tout ça grâce à l'IA appliquée aux images satellitaires. Voilà, surveillance également des cibles, évaluation des frappes et dommages. Donc, on a peut-être ciblé Euh, on a peut-être ciblé l'ennemi parce qu'on voulait, peut-être c'était une base ennemie qu'on a détectée. On a fini de cibler cette base. Donc, on utilise maintenant des images satellitaires pour venir revoir est-ce que ce qu'on a envoyé peut-être comme bombe, mais comme munition a pu atteindre euh, la cible euh, comme on voulait. Donc, détection aussi d'activité anormale. Parce que si, par exemple, là, une guerre veut se passer à vos frontières, l'ennemi peut-être commence à déplacer ses chars vers votre frontière. Donc, vous pouvez remarquer ça par les images satellitaires. Bref, au niveau de la défense, les applications sont vraiment, vraiment nombreuses. Et quand on prend le contexte qu'on a aujourd'hui en Afrique avec les guerres qu'on a, euh, tel ennemi peut venir dire, voilà, qui n'ont pas fait telle ou telle chose. Souvent, c'est la parole du pays A contre la parole du pays B. Le pays A accuse le pays B. Donc, pour régler tous ces problèmes-là, on peut juste utiliser des images satellitaires et dire, voilà, à tel moment, on a remarqué que c'est un soldat du pays B qui a fait telle ou telle chose. Donc, ça peut être vraiment très intéressant pour couvrir également certaines zones. Quand on prend les zones désertiques, par exemple, c'est difficile de contrôler ces zones-là. Donc, avec les images satellites, peut-être détecter le déplacement des terroristes, etc. Donc, nous avons également la gestion des catastrophes naturelles. Donc, je suppose que dans une zone, il y a eu un cyclone, une inondation, euh, etc. Donc, après le désastre, il faut quand même pouvoir soutenir des gens. Pour pouvoir soutenir des gens. S'il y a un tremblement de terre, par exemple, souvent ces catastrophes naturelles-là peuvent isoler certaines habitations, mais certaines populations. Donc, euh, comment avoir une idée globale de la situation sur le terrain? On peut utiliser les images satellitaires qu'on a combinées à de l'IA euh, pour faire tout ça. Donc, je résume un peu le tableau. Nous avons les cas d'inondation, de tremblement de terre, de glissement de terrain et même de prédiction de sécheresse, parce que la sécheresse aussi, c'est une catastrophe.
À partir des séries temporelles d'indices de végétation, on peut suivre le stress hydrique afin de cartographier les zones agricoles qui sont menacées, par exemple, par l'insécurité alimentaire. En gros, on peut savoir si dans, dans 1 an ou bien dans 2 ans, telle zone agricole euh, sera frappée par la sécheresse ou pas, des trucs du genre. Donc ici, je présente un travail que Microsoft a eu à faire euh, après les tremblements de terre qui ont eu lieu en Turquie en 2000, en 2023. Il y a eu de forts tremblements de terre en Turquie et Microsoft a un laboratoire qu'on appelle AI for Good Lab. C'est un laboratoire dans lequel ils utilisent l'IA pour le bien dans l'humanité. Et donc, ça peut être tout ce qui est dans le domaine sanitaire, comme ici, tout ce qui est protection de l'environnement ou bien secours des personnes. Donc, après, à gauche ici, nous avons une image d'une zone sinistrée et avec de l'IA, on peut faire de la segmentation pour essayer d'identifier les bâtiments qui sont encore debout ou bien on peut essayer de voir un avant, après, avant désastre et après désastre pour pouvoir savoir, pour avoir une idée des dégâts et des dédommagements qui seront faits peut-être, des reconstructions qui seront faites. Donc, ici, il y a ce qu'on appelle le Building Damage Assessment. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des images satellitaires haute résolution. Ils ont pris des modèles euh, qui ont déjà été entraînés pour détecter des zones, euh, des bâtiments endommagés. Donc, c'est ce qu'ils ont fait ici. Et ils ont croisé ces données-là maintenant avec les données de population qu'ils avaient au niveau de la zone. C'est-à-dire que les données de population ici, c'est la répartition de la population dans la zone. Vous savez que lorsqu'on vient dans une ville ou bien dans un pays, la densité de population n'est pas la même partout. Donc, si on croise ces données de population-là avec les zones sinistrées, on peut savoir si par exemple on a détecté une zone fortement sinistrée, on peut croiser les cartes qu'on a des zones sinistrées avec la carte des populations pour savoir si beaucoup de populations ont été touchées ou pas. Donc, si dans cette zone-là, on avait une grande densité de population, ça nous permet d'estimer à peu près les dégâts humains qu'on a, les dégâts humains, les dégâts matériels qu'on a. Donc, ça, c'est un exemple de comment l'IA, combinée aux données satellitaires, peut aider, euh, peut aider à l'estimation des dégâts après les désastres. Là, on va rentrer maintenant dans le domaine de la météo. Comment l'IA est utilisée sur des données météorologiques. D'abord, c'est quoi la météo? C'est l'étude de l'état de l'atmosphère à un moment donné, tout ce qui est température, vent, pluie, pression, humidité, et sa prévision dans le futur à différentes échelles. Donc, je pense que tout le monde savait c'était quoi. Euh, donc ici, on va voir les types de données météo. Type de données, quand on prend température, humidité, pression. Nous avons les stations météo qui sont au sol, qui sont capables de collecter ce genre de données-là. Nous avons les données atmosphériques qui peuvent être collectées par des ballons. Nous avons également les données de surface, vitesse du vent, évaporation, température du sol, océan, qui peuvent être collectées par des bouées océaniques, des capteurs terrestres. Nous avons également la réanalyse climatique. Donc ça fait surtout référence aux données RAFI de Copernicus.
Donc, synthèse de données, modèles physiques sur des décennies. Nous avons également des satellites d'observation euh, terrestres qui sont capables de, de capturer un certain nombre de données météo. Donc, les techniques classiques avant l'arrivée de l'IA. Donc, quand il n'y avait pas d'IA, comment on faisait des prédictions, les prédictions météo? Donc, c'était basé surtout sur des modèles physiques numériques, appelés modèles de prévision numérique du temps, qui simulent l'atmosphère avec des équations physiques complexes, des équations de thermodynamique, de Navier-Stokes, etc. Donc, c'était des modèles puissants, mais qui sont très lents à exécuter. On a besoin de supercalculateurs, résolution limitée. Donc, les détails spatiaux sont grossiers, moins précis à long terme ou en conditions extrêmes. Et puis, il y a eu l'arrivée de l'IA et on a commencé à utiliser l'IA sur euh, les données météo pour faire de la prédiction météo. L'IA, elle va apprendre à partir des données historiques sans équation physique. Donc, ça permet de faire des prévisions beaucoup plus rapides à plusieurs dates dans le futur. L'IA est excellente pour ce qu'on appelle le downscaling statistique. Parce que des fois, on veut pouvoir étudier un phénomène euh, à des résolutions un peu plus fines. Donc, typiquement, lorsque je prends l'image qui est ici, la résolution est assez grossière. Donc, si je veux changer la résolution, il y a des techniques numériques que je peux utiliser. C'est-à-dire, c'est la même zone au niveau des trois images. Et pour passer de cette résolution physique à la résolution physique qui est au bout ici, je dois faire certains calculs d'interpolation. Donc, avec de l'IA, on peut arriver à avoir une image haute résolution, comme l'image qui est à droite ici, une image haute résolution qui est assez conforme à l'image qu'on a obtenue en utilisant des interpolations numériques, au fait. Donc, ça, c'est un avantage de plus de l'IA. Donc, l'avantage surtout ici, c'est que ça permet d'étudier plus rapidement des phénomènes locaux. Donc là, on est en train aussi d'aller vers une hybridation entre IA et modélisation physique. Donc, un problème qu'on rencontre au niveau de la modélisation physique, c'est la lenteur de la modélisation. Mais au niveau de l'IA aussi, on a des problèmes d'incertitude, vu que ce sont des modèles, on va dire, probabilistes, basés sur des probabilités. Il faudrait que les modèles d'IA puissent prendre en compte également euh, certaines réalités physiques afin que les prédictions qui sont faites soient en accord avec la physique. Donc, il y a de plus en plus des modèles qui combinent euh, la physique et l'IA. Donc, actuellement, dans le monde, il y a de plus en plus de grandes entreprises qui sont en train de créer leur propre modèle d'IA euh, sur les données météo, en fait, afin de pouvoir faire des prédictions prédictions d'orage, prédictions de cyclones, de tsunamis, etc. Et vous savez aussi qu'on est dans une ère de changement climatique, au fait. Et donc, les changements climatiques aussi font perdre beaucoup d'argent à des entreprises. Donc, si par exemple vous voulez faire une activité tel jour et vous n'êtes pas capable de prédire ce qui va se passer côté météo, ça peut vous porter préjudice. Ça entraîne par exemple le retard au niveau des avions à cause du temps qui change. Donc, être capable de prédire le temps, c'est vraiment un très grand enjeu, euh, un très grand enjeu dans le monde actuellement. C'est pour ça que euh, des entreprises qui normalement sont des entreprises technologiques comme Google, Nvidia, Huawei se sont lancées dans la création de modèles d'IA pour, pour faire des prédictions météo.
Donc, quand on prend par exemple Google DeepMind, qui est un laboratoire de Google, ils ont développé le modèle GraphCast, qui est capable de prédire 10 jours de météo en quelques secondes et qui est meilleur que le modèle de ECMWF. ECMWF, c'est une grande entité pour le weather forecasting dans le monde sur plusieurs variables clés. Nous avons également NVIDIA qui a développé ForecastNet, toujours pour des prédictions ultra rapides. Huawei qui a développé Pangu Weather. La NASA et l'entreprise IBM également travaillent sur des modèles, les modèles Prithvi et Watson Inc. Des modèles qui fusionnent IA, données satellites pour la prévision et l'adaptation climatique. Et nous avons l'entité, l'organisation ECMWF et Copernicus. Ce sont des organisations liées à l'Agence spatiale européenne également qui travaillent sur une IA hybride combinant, intégrant plutôt des, des équations physiques. Donc, c'est un peu ça le panorama euh, des grands acteurs qui sont en train de développer des modèles d'IA pour la météo. Donc, maintenant qu'on a vu un certain nombre d'applications d'IA dans différents domaines, ce serait bien de voir un framework pour concevoir des solutions IA de A à Z. C'est-à-dire que dans votre milieu de vie, si vous voulez concevoir, si vous voulez proposer des solutions IA à tel ou tel problème, quelles sont les étapes que vous pouvez suivre? C'est un peu ça l'idée. Avant de continuer, je vais d'abord vous poser la question pour voir si vous avez vu, en analysant la manière dont j'ai présenté les choses, est-ce que vous avez vu se dégager un pattern, c'est-à-dire une manière de faire les choses. Euh, Chaque fois avant de présenter une application d'IA dans tel ou tel domaine, je présentais d'abord quelque chose. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Vous êtes là. Donc, qui peut me dire ce qu'il ou elle a remarqué lorsque je faisais la présentation des applications? Quelqu'un a une idée de... Par exemple, lorsque je viens au niveau des applications de l'IA, des applications de l'IA dans le domaine bancaire, par exemple. Bien, quand je prends le Géo AI, je dois commencer d'abord par quoi? Avant de commencer à parler de modèle d'IA, avant d'aller identifier un modèle, qu'est-ce que je dois faire d'abord? Oui, monsieur Komna. Bonjour à tout le monde. Je pense que ce que j'ai remarqué que vous faites d'abord une présentation sur ce qui est utilisé maintenant et par après ce qui peut être utilisé avec l'IA. OK. Qu'est-ce que vous mettez dans ce qui est utilisé maintenant? Par exemple, je vais dire qu'est-ce que je vais dire? Par rapport à ce qui est utilisé, par exemple, qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais même pas comment je vais dire ça. En gros, comment les systèmes actuels marchent, fonctionnent, c'est ça? Oui, je dirais. OK. Et sur quoi je mets d'abord l'accent? Parce que je veux travailler, par exemple, je veux faire Je reviens encore, du- par exemple, sur la deuxième application, sur la partie, l'agriculture, par exemple, sur la télédétection. oui. Vous êtes parti, par exemple, de ce qui
va être important pour nous de comprendre, au fait, l'idée sur la télédissection. Ok, d'accord. Est-ce qu'une autre personne a une idée de ce que je demande? Bon, je voulais juste un mot que j'ai répété durant toute la présentation et que je répète déjà depuis la dernière séance aussi. Donc, le mot, c'est la donnée, au fait, la data. Quand on vient, par exemple, quand on vient dans le domaine de la santé, oui, Marwa, Moi, je pense que dans toute partie, vous commencez par la définition et ensuite vous passez à des exemples. ok. Donc, ce sur quoi je voulais euh, faire venir votre attention, c'est quoi? C'est surtout les types de données. Les types de données. C'est-à-dire que chaque fois qu'on rentre dans un domaine, il y a des types de données précis dans ce domaine-là. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre ce qu'il y a comme données avant de commencer à parler d'IA. Donc, je voulais juste vous rappeler ça, en fait. C'est un peu ça. Donc, ici, je présente d'abord la première étape. Lorsque vous voulez concevoir une solution IA de A à Z, c'est quoi la première étape? C'est de clarifier d'abord le besoin. Quel est le vrai problème que vous voulez résoudre? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'IA. On parle d'IA partout. Vous allumez la télé, IA. Vous allez sur Internet, IA. Vous êtes à l'école, IA. Vous êtes à la maison, IA. Donc, tout le monde veut faire de l'IA. Mais est-ce que le problème que vous voulez résoudre, vous le comprenez? Et qu'il faut se lever du jour au lendemain dans son entreprise et commencer à faire de l'IA. Donc, il faut bien poser le, le problème. Est-ce que c'est un problème de décision, de prévision? Est-ce que vous voulez prédire quelque chose? Est-ce que vous voulez faire une classification? Est-ce que vous voulez générer quelque chose? Est-ce que le problème, c'est un problème répétitif ou massif? Parce que c'est ça qui montre qu'on peut l'automatiser. Si c'est un truc que vous pouvez faire sans trop vous gêner, si c'est un truc qui n'a pas besoin d'automatisation, pourquoi aller chercher l'IA pour le faire? Donc, qui va utiliser également la solution qu'on veut créer? Pour faire quoi avec? Quelle est la valeur ajoutée qui est attendue? Donc, le piège courant, c'est de penser que l'IA sera une solution miracle. C'est vrai que certaines entreprises finissent par gaspiller beaucoup d'argent pour aller développer. Ils se lancent dans l'IA, ils gaspillent beaucoup d'argent, alors que leur problème n'est peut-être pas un problème d'IA. Parfois, une simple automatisation avec un petit code informatique ou bien une petite analyse de données suffit déjà. Donc, c'est important de bien clarifier le besoin avant de commencer. La deuxième étape, c'est de comprendre le système actuel. Comme notre ami nous l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il existe déjà une solution euh, pour ce qu'on veut faire? Comment ça marche actuellement? Lorsque je vais dans les administrations, ou bien dans les banques, assurances, ou bien, voilà, les domaines là où il y a beaucoup de paperasse, comment est-ce que ça se passe? C'est quoi le workflow actuel? Quelles sont les étapes humaines ou bien les outils existants? Où sont les frictions? C'est-à-dire, j'ai peut-être identifié euh, une tâche à effectuer et dans la succession des tâches, j'ai remarqué que à tel endroit, on passait beaucoup plus de temps. Donc, c'est peut-être seulement cet endroit-là qui nous pompe le temps. C'est peut-être à cet endroit-là, peut-être seulement il faut utiliser l'IA. Donc, qui sont les acteurs qui sont concernés? Est-ce que ce sont les employés, les clients, les partenaires? Donc, modéliser le processus actuel, même sur papier, ça nous permet de voir clairement pourquoi on veut utiliser l'IA et à quel niveau on veut l'utiliser. L'étape 3 c'est d'identifier et d'évaluer les données disponibles. Donc,
je veux peut-être créer un chatbot pour discuter avec mes clients. Euh, Quelles sont les données que j'ai? Est-ce que j'ai déjà les données de l'entreprise? Est-ce que j'ai déjà les données qui vont me permettre de créer ce chatbot-là? Puisque le chatbot-là doit comprendre un peu comment fonctionne mon entreprise. Si par exemple, je veux proposer une IA qui va exploiter des données satellitaires en agriculture, est-ce que j'ai ces données satellitaires-là? Et aussi, quelle est la qualité de ces données-là? Est-ce que ce sont des données publiques? Est-ce que j'irai seulement sur des plateformes? J'aurai ces données satellitaires-là. Euh, En quelle quantité? Parce que souvent, les IA ont besoin de beaucoup de données pour apprendre. Est-ce qu'il y aura assez de données? Et s'il n'y a pas assez de données, est-ce que c'est, est-ce que moi-même je suis capable de générer de nouvelles données pour ajouter aux données existantes avant de faire mon entraînement? Donc, il ne faut pas négliger les données locales, métiers, ou bien les données non numériques également. Pensez également aux données proxy, open data ou à des partenariats pour les obtenir. Donc, des fois, les données sont existantes, mais ces données-là ce ne sont pas des données, ce sont pas des données ouvertes. Ce ne sont pas des données ouvertes. Donc, comment aller tisser des partenariats avec peut-être les entreprises qui ont ces données-là ou bien les gouvernements. Si vous voulez faire une étude, créer un truc sur les populations, par exemple, peut-être la donnée est dans un ministère. Donc, comment aller chercher cette donnée-là? Maintenant, choisis le bon niveau d'IA ou pas d'IA. Donc, quel type de solution intelligente me faut-il vraiment? Est-ce que c'est une automatisation simple? Est-ce qu'il faut un tableau de bord intelligent? Ai-je besoin de machine learning ou même de deep learning? On avait vu à la séance dernière que la plupart de ce qu'on appelle IA aujourd'hui, c'est basé sur le machine learning qui utilise beaucoup de données. Et dans le domaine du machine learning, nous avons le deep learning qui utilise les réseaux de neurones. Souvent, les modèles de deep learning sont beaucoup plus complexes que les modèles simples de machine learning. Et bon, certaines personnes ont tendance à vouloir aller utiliser les modèles complexes, alors qu'ils peuvent juste utiliser des modèles d'IA simples pour résoudre le problème qu'ils veulent résoudre. Est-ce que j'aurais besoin de faire un traitement en temps réel, un traitement par batch ou bien un traitement euh, embarqué? Donc, est-ce que l'IA que je veux créer va devoir fonctionner en temps réel? Ou bien euh, je peux créer cette IA-là, récupérer des données, peut-être toutes les données de la semaine, appliquer mon IA sur toutes les données de la semaine, avoir les résultats que je veux et les stocker quelque part. Ou bien j'ai besoin que ce soit des données en temps réel, par exemple sur les plateformes de streaming, YouTube, tout ça. Tout ce que vous cliquez euh, est automatiquement collecté et utilisé après par les modèles qui sont là pour vous recommander des choses. Donc, piège courant, c'est partir directement, comme je le disais, sur un modèle sans connaître les besoins métiers. Étape 5, concevoir, tester et itérer une solution. Donc, comment passer de l'idée au prototype? Il faut définir une métrique de succès simple, par exemple 90% de précision, 10 minutes de gain, etc. Qu'est-ce qu'on essaye de dire par là? C'est que initialement, vous aviez identifié un problème. Peut-être c'est un truc dans votre entreprise qui vous prend du temps. OK? Donc, disons que le truc prenait 30 minutes. Vous avez décidé d'utiliser de l'IA pour pouvoir résoudre ce problème-là. Si à la fin, vous remarquez qu'avec l'IA, la chose vous prend, je ne sais pas, 1 heure au lieu de 30 minutes, c'est que vous avez raté, vous n'avez pas atteint vos objectifs. Donc, il faut définir des métriques claires. Une métrique qui dit, par exemple, que si vous arrivez à résoudre le même problème en utilisant euh, 10% ou bien 90% du temps initial que vous utilisiez, c'est déjà bien. Des métriques claires comme ça qui vont justifier peut-être
l'adoption des solutions que vous avez créées. Il faut forcément tester la solution avec les utilisateurs finaux. Donc, si c'est un truc que vous devez mettre sur un site web, une IA que vous devez mettre sur un site web, c'est important de déployer cette IA-là pour pouvoir voir comment elle fonctionne en temps réel et après améliorer, itérer, améliorer, ajouter d'autres fonctionnalités. Donc, typiquement, vous avez peut-être créé euh, une IA sur une population qui utilise des données d'une population cible. Et peut-être au fil du temps, euh, la population là a changé. Donc, certaines caractéristiques de la population là ont changé. Il n'est pas sûr que l'IA que vous avez créée pourra toujours aussi bien performer avec ce changement-là. Lorsqu'on rentre dans le domaine satellitaire, par exemple, vous avez peut-être créé une IA pour pouvoir détecter euh, des types de sols euh, pendant l'hiver, par exemple. Lorsque vous allez passer en été, les images satellitaires que vous allez collecter seront affectées par la saison dans laquelle on est. Donc, en appliquant directement l'IA qui était capable de bien performer dans l'autre saison, sur les nouvelles données, vous risquez de ne pas pouvoir avoir les mêmes performances en fait. Donc, si je mets ne pas oublier l'explicabilité, la robustesse euh, et la documentation. Donc, quand on parle d'explicabilité, c'est quoi? C'est que vous avez créé un modèle. On reviendra sur ça dans la prochaine séance. Vous avez créé un modèle pour résoudre une tâche. Je prends par exemple le crédit scoring dans une banque. Il faudrait qu'on soit capable de dire pourquoi le modèle fonctionne ainsi. Surtout si ce modèle-là doit être appliqué à des populations. Il faut qu'on sache sur quoi le modèle s'est basé. Est-ce que le modèle euh, n'a pas des biais, mais ne se base pas sur des biais sociaux? Si par exemple, on doit utiliser ce modèle pour savoir si on doit emprunter, prêter de l'argent à quelqu'un et que le modèle a des biais, vous êtes d'accord que c'est pas quelque chose de très éthique. Étape 6, c'est le déploiement et le suivi. Voilà. Euh, Où est-ce que je veux déployer mon IA? Comment est-ce qu'elle va fonctionner dans la vie réelle? Euh, Recevoir des feedbacks des utilisateurs, les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Si les utilisateurs changent, la donnée va changer. Et donc, on normalement doit reprendre les nouvelles données pour réentraîner le modèle afin qu'il puisse bien euh, fonctionner en production. Donc, quand on parle de prévoir un monitoring des performances, un plan de maintenance et former euh, les utilisateurs, le monitoring, ce n'est rien d'autre que le suivi. Est-ce que il n'y a pas de dégradation du modèle avec le temps, euh, etc. Donc, l'étape 6 c'était la dernière étape, je pense. Voilà. Donc, on est à la fin de cette deuxième partie, de ce deuxième cours. Euh, J'espère que vous avez pu bien suivre. Et là, maintenant, on est à la phase des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, on pourra en discuter. Donc là, on est dans la phase de questions-réponses. J'espère déjà que chacun en a eu pour son compte selon vos différents domaines. J'espère que j'ai pu quand même brosser les domaines de chacun. J'espère que je n'ai oublié personne. J'ai fait le maximum même pour mettre assez d'applications. Donc, les questions. Donc, vous avez tout compris, c'est ça? OK.
Si personne ne veut poser des questions, je vais désigner des gens et leur poser des questions. On a encore 4 minutes comme ça. Je suis sérieux, hein. Donc, je, 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 je vais en freestyle. Je choisis quelqu'un comme ça. On va choisir un homme et une femme pour, pour respecter l'égalité. Voilà, ok. On a quelqu'un, quelqu'un a levé la main, c'est un homme. Donc, une femme n'a qu'à se préparer. Les femmes, ne vous déconnectez pas, s'il vous plaît. Ok, monsieur, comme là, je pense. Allez-y. Oui, j'ai une question là. J'aimerais si vous pouvez toucher le point des technologies en agroalimentaire. Concernant l'IA, est-ce que l'IA peut nous aider, par exemple, en termes de marketing comme ça? Euh, oui. Donc là, vous avez même ciblé un domaine précis. L'IA peut aider au niveau du marketing, au niveau d'abord de la conception des trucs comme euh, les logos, les logos, les affiches, tout ça. Et aussi pour les campagnes marketing, si vous voulez vendre un produit en ligne, l'IA peut vous aider à faire tout ce qui est copywriting, par exemple. Donc, les tests qu'on écrit quand on fait de la publicité, l'IA peut vous aider à faire ça et à mieux faire connaître votre produit. Lorsque vous avez parlé de technologie agroalimentaire, bon, moi, je n'ai pas directement pensé au marketing, j'ai pensé à euh, comment l'IA pourrait peut-être intervenir dans la production même. Oui, oui, oui. C'est C'était un aussi, peu la c'est aussi question. c'est aussi une possibilité. Parce que dans la production, surtout en Afrique où les choses ne sont pas encore bien industrialisées, c'est possible qu'il y ait par exemple des étapes où qu'il y ait des gaspillages, par exemple. Surtout si les choses se font de manière artisanale. Donc, l'IA peut aider à optimiser les process de fabrication, les process de préparation, par exemple, afin d'éviter le gaspillage. Il y a aussi le contrôle de qualité dans l'agroalimentaire. J'ai parlé des images hyperspectrales. Les images hyperspectrales, j'en ai parlé, mais du côté des images, du côté satellitaire et géospatial. Mais les images hyperspectrales peuvent être également utilisées euh, au niveau du contrôle qualité des aliments. Donc, typiquement, euh, si vous avez des fruits, vous voulez contrôler la qualité de ces fruits-là sans forcément ouvrir les fruits en question. Parce qu'il y a des aliments, par exemple, qui sont pourris de l'intérieur, des aliments qui sont pourris de l'intérieur et en général, si vous ne savez pas faire, vous allez acheter ces aliments-là, entrez chez vous et voir qu'ils sont pourris de l'intérieur. Donc, il y a des caméras hyperspectrales euh, qu'on peut utiliser pour analyser, disons, l'intérieur de ces aliments-là. Donc, avec des modèles d'IA, on peut essayer de quantifier, déjà de voir s'il y a de la putréfaction, euh, et aussi d'essayer de quantifier le niveau de putréfaction qu'il y a. Donc, ça, c'est un exemple en plus dans le monde agroalimentaire. D'accord, merci beaucoup. OK, une deuxième question et puis on... Personne? OK. Je suppose que vous êtes satisfait, que vous avez tout compris. Euh, Commencez à réfléchir euh, à ce dont j'avais parlé la dernière fois, parce que lors de la dernière séance, euh, chacun va, chacun va essayer d'identifier un cas dans son monde à lui, bon, ou bien pas forcément dans son monde, mais en tout cas, un cas de société, et puis essayer de suivre le framework que j'ai peut-être présenté maintenant, essayer de voir dans quelle mesure euh,
il peut proposer une solution IA au problème qu'il aurait identifié. Ok. Donc, si c'est bon, je vous dis au revoir et à mardi prochain.